Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Mon invitée du jour vit par et pour le dessin. Ses crayons l'ont d'ailleurs sauvée, elle qui échappe de peu à la tuerie de Charlie Hebdo en janvier 2015. Son sens de l'humour acéré aussi, qu'elle met au service du journal satirique depuis plus de 10 ans et dans ses propres albums, drôles et érudits. Après avoir raconté son traumatisme dans la légèreté, elle croque la vie sexuelle de ses contemporains. Aujourd'hui, je reçois Catherine Meurice, que je vais tout de suite retrouver. Catherine Meurice, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes avec nous pour parler de scènes de la vie hormonale. Alors on va le dire tout de suite, c'est un petit peu plus trash que le film de Bergman auquel vous faites un clin d'œil dans le titre. Vous croquez sans tabou la vie amoureuse et sexuelle des trentenaires d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de vous attaquer à ce sujet-là ? Je me suis attaquée à ce sujet très naturellement. En fait, je crois que c'est un peu à l'instar de La légèreté, mon album précédent. C'est aussi Scènes de la vie hormonale et aussi un livre de l'après-7 janvier. C'est-à-dire qu'après l'attentat, il fallait que je me sente en vie et l'idée du corps et du désir était important en fait. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce que le désir après un acte de violence inouïe comme le sexe ? Que devient la libido ? Où on en est ? Où en est le corps amoureux ? Qu'est-ce qu'on fait des relations humaines ? Comment est-ce qu'on vit à deux, pas à deux, en famille ou pas ? Donc voilà, j'ai mis toutes ces questions-là dans cet album. Évidemment, je les traite avec humour parce que sinon c'est à pleurer. C'est vrai que la place du sexe dans nos sociétés aujourd'hui pose beaucoup de questions. Vous abordez un peu tout, la libido, la maternité, l'amour, les hommes, tous les sujets y passent. Et quand même, au cœur de tout ça, le nœud du problème, c'est une espèce d'incompatibilité entre les sexes. Pour vous, on est incompatibles, hommes et femmes ou... Je ne sais pas si on est incompatibles, mais je me pose la question et plus ça va et moins je comprends, comment ça marche. Donc une fois de plus, voilà, mes dessins posent des questions. Est-ce qu'on est incompatibles ? Je ne sais pas, on passe, en tout cas pour les personnes qui se posent des questions, on passe beaucoup de temps à essayer de se comprendre, à essayer de voir comment on fonctionne, comment est-ce qu'on peut s'emboîter, dans tous les sens du terme, intellectuellement bien sûr. Et c'est source de gag en fait, ce genre de questionnement. Donc c'est du pain béni pour une caricaturiste comme moi. Ouais. Effectivement. Alors c'est vrai que les hommes sont globalement lâches, les femmes sont un peu hystériques, sous pression. Justement, on va en parler parce que cette pression de réussir à tout prix dans tous les domaines, vous la résumez bien dans une planche que vous avez baptisée Performance. On va la regarder ensemble. Est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Oui, c'est une planche qui en fin de compte, ne parle pas vraiment de moi. Heureusement, tout le livre ne parle pas de moi, je vous rassure. Mais c'est vrai que là, je m'inspire de ce qu'on peut dire des femmes en général, qui est qu'on doit tout réussir, être mère, être pourquoi pas maîtresse, être femme, épouse, active, professionnelle, drôle, intelligente, machin. Bon, voilà. Oui, elle finit en disant heureusement que j'ai raté mes gosses, sinon je me serais étouffée dans mon bonheur. Voilà. Oui, c'est bien de rater quelque chose. Je crois qu'on est beaucoup plus normal quand on rate deux, trois trucs. Oui, il faut se donner. Ça, on n'a pas trop le droit à l'échec, c'est ça et aussi. Voilà, je clame dans ce livre qu'on a le droit à l'échec et qu'on peut en rire. Et voilà, que c'est un signe de bonne santé aussi d'échouer un peu. Enfin, hommes comme femmes, nous sommes aussi dans l'échec et c'est normal dans la réussite et dans l'échec. On n'a pas de la performance me semble assez ridicule et invivable, donc je règle son sort dans l'album. Vous l'avez dit, vaut mieux en rire, surtout si t'as pleuré. Vous n'y allez pas par quatre chemins, c'est féroce, sans gêne. C'est parfois vous allez dans le trait de la vulgarité, justement pour créer ce décalage. Peut-être la trivialité que la vulgarité. Ouais. Vous pensez que rire et provocation, ça va forcément de pair ? Je ne cherche pas du tout à provoquer. En fait, quand je dessine, c'est-à-dire que je dessine comme je parle ou comme parle mon entourage, mes amis, et je ne cherche pas à la provoquer. En revanche, j'ai pas du tout peur de la crudité, en fait, de dire les choses. Et ça, je le rattache une fois de plus à ce foutu 7 janvier qui fait malheureusement partie de ma vie maintenant et qui va faire partie encore longtemps de ma vie. C'est-à-dire qu'après l'attentat, je ne pouvais plus être timide en fait. Je ne pouvais plus me cacher. Il fallait vivre et c'est tout en fait. D'où cette intention de parler des choses comme elles sont en fait, de parler des choses qui préoccupent, du désir, des choses de la vie en fait, de cette énergie, de cette pulsion que j'ai eu besoin de ressentir après le passage effroyable de la mort l'an dernier. Donc pour moi il n'y a aucune provocation, il y a plutôt du rire et un rire qui soulage, un rire de résistance et un rire
vient prendre la main des lecteurs et qui dit on est tous dans le même bateau et rions ensemble, on s'en portera que mieux, quoi. On sera encore plus en vie. Alors on le rappelle, vous avez échappé de justesse aux attaques de Charlie Hebdo, vous êtes arrivé en retard à cette fameuse conférence de rédaction du 7 janvier 2015, évidemment profondément traumatisé. Vous, en guise de catharsis, vous avez publié un album qui s'appelle la légèreté. Vous dites être resté dans une sorte de sidération après évidemment ces attaques, des semaines, voire des mois. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre votre crayon ? Qu'est-ce qui m'a poussée à reprendre le crayon ? Déjà, j'ai vraiment cru que je ne le reprendrais plus jamais. Ça, je l'écris dans la légèreté. Le crayon, le dessin fait partie de ma vie. Il était indispensable que je reprenne. J'ai eu autour de moi, j'étais très entourée par des amis, des dessinateurs aussi qui ont eu confiance en moi et qui m'ont dit que ça allait revenir. Et ça, je le raconte dans la légèreté. Et la légèreté, c'est un grand rassemblement. En fait, j'y mets les morts et les vivants. Je raconte le retour du dessin, le retour à la mémoire et à la culture qu'exige le dessin de presse et le dessin tout court et la bande dessinée. Donc j'ai eu... oui, c'est vrai que c'est un album cathartique et je n'ai jamais senti autant cette vertu du dessin qui est que voilà, ça nous sauve en fait. Et dans la légèreté, je raconte aussi ma quête de la beauté. C'est le fil rouge de l'album. Comment est-ce que les arts, la culture, la sculpture, la peinture, l'amitié, comment tout cela, les paysages, la nature, comment ça nous sauve, comment ça nous aide à refaire surface. Voilà, donc c'était un livre... un bel exutoire. Un bel exutoire et qui récupère le rire est présent aussi oui, dans la légèreté. Je ne pouvais pas quitter ça des yeux. Ouais. Alors la légèreté, un beau titre d'album et un qualificatif qui vous va plutôt bien, mais qui cache une certaine profondeur. En tout cas, c'est ce que nous a raconté un de vos amis qu'on est allé rencontrer. Écoutez-les. Je trouve qu'il y a une grande spontanéité, normalement, dans les dessins et dans l'écriture. J'envie beaucoup sa légèreté. On a de la légèreté quand on a de la profondeur, et les deux. Et aussi une grande capacité d'introspection. Pour faire rire, pour faire rigoler, il faut avoir une capacité de autocritique et d'aller au fond de soi-même. Pour faire rire, il faut aller au fond de soi-même ? Oui, je crois, Wolinski disait qu'un humoriste, c'est quelqu'un qui est seul et qui a peur. Et oui, cette phrase prend encore plus de sens après sa mort à Georges. Et oui, je crois que le rire est là pour ne plus avoir peur sans doute de la mort, en fin de compte. Et c'est un réflexe de protection. C'est un prisme qui permet d'appréhender le réel. Voilà, qui permet d'affronter la violence de la réalité. Je pense que les grands rieurs sont des êtres sensibles. Des grands angoissés. Oui. Vous l'avez expliqué déjà, vous l'avez esquissé, que ce qui vous a sauvé, c'est la beauté, l'art, la nature. C'est vrai que c'est pas tout à fait une surprise aussi quand on voit votre parcours. Vous avez commencé en publiant une adaptation en bande dessinée de Causeries sur Eugène Delacroix d'Alexandre Dumas. On peut aussi citer Mes hommes de lettres, où vous imaginiez les écrivains en rockstar, ou encore Le Pont des Arts. On pouvait croiser Paul Cézanne, Pablo Picasso, Émile Zola, enfin que des grands noms. L'art, c'est vraiment, ça a toujours fait partie de votre vie, de votre carrière. C'est essentiel. Oui, c'est vrai que je me suis beaucoup occupée des arts. Enfin, oui, j'ai toujours cherché à créer des liens entre les arts, photo, peinture, littérature. Ça m'accompagne depuis toujours. C'était aussi une sorte de respiration, parce que j'ai travaillé plus de 10 ans à Charlie Hebdo, où il fallait traiter de l'actualité, la politique, et basculer dans les arts et faire des albums de bande dessinée qui parlaient de littérature et d'art. C'était ma récréation et ma respiration. Et j'ai fait des études de lettres, des études d'art. J'ai toujours eu besoin de ces deux alliés, en fait, art et littérature, pour avancer dans la vie, c'est vrai. Et ça se retrouve une fois de plus dans la légèreté. Dans la légèreté, contrairement à mes albums précédents, je ne me cache plus derrière les grands écrivains. Je ne suis plus le metteur en scène qui met sur scène des acteurs de théâtre qui sont Balzac, Flaubert ou Delacroix. Cette fois-ci, je suis avec eux. Je suis avec Stendhal, je me balade avec Stendhal. Je traverse les peintures du Caravage. Dans la légèreté, je suis vraiment dans les arts. Il y avait vraiment je reprends les rênes, peut-être même de ma vie. Je suis sur scène avec tous ces artistes-là. Et en ces temps quand même décidément troublés, vous trouvez que l'art a sa place? Vous trouvez qu'on le met suffisamment en avant? Jamais assez suffisamment, je pense. La culture reste toujours un mot qui fait parfois sourire ou dont on peut se moquer. Mais oui, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment ce qui est à la base de tout. C'est ce qui nous permet d'être moins stupides, de se comprendre,
de tenter de communiquer. Voilà, c'est essentiel, ça, et l'éducation. Ouais. Eh ben, on va parler justement d'art encore et toujours avec votre coup de cœur culturel du moment. C'est de l'opéra, je crois. Oui, c'est Tosca qui se joue à l'Opéra Bastille de Puccini. Et Tosca, c'est un souvenir d'enfance aussi parce que Maria Callas l'a chanté, donc j'ai sa voix en tête. Et Tosca, c'est l'histoire d'une passion amoureuse. C'est un peu scène de la vie hormonale, un peu politisée sur scène. Version lyrique. Voilà, version lyrique. Et c'est vrai que cet opéra m'a souvent inspirée. Alors évidemment, il y a une scène dans Tosca qui m'a toujours saisie. C'est Tosca qui assassine Scarpia, qui est donc le chef de la police et qui voudrait que Tosca cède à ses avances. Et Tosca, qui est donc une passionnée féministe, peut-être, assassine Scarpia. Et ça, c'est un opéra, c'est la tragédie. Moi, dans mes bandes dessinées, j'assassine personne, je donne des claques en dessin, ce qui fait que je fais des comédies et pas la tragédie. Mais bon, c'est un peu la même. C'est aussi une catharsis. Voilà. Vous nous donnez envie aller à l'opéra, allons à l'opéra et continuons à rire. Merci beaucoup. Merci à vous, Catherine Meurice, de nous faire rire, et notamment dans Scène de la vie hormonale, paru chez Dargaud, et La légèreté, toujours disponible chez le même éditeur. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On va donc se quitter avec des images de Tosca, l'opéra de Puccini, à voir jusqu'au 18 octobre à l'Opéra Bastille, ici à Paris. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.